parcours certifiant et diplômant. Et Isabelle Barthes, ici présente, justement, va nous parler comment on va pouvoir retrouver au sein des entreprises le pouvoir d'agir. Alors, je me présente, Jean-Michel Bormand, et j'occupe la fonction donc, de responsable d'affaires au sein d'IGSFC. Isabelle, j'ai le plaisir de te laisser animer ce webinaire et l'assertivité permettra-t-elle de retrouver son pouvoir d'agir? Je vais te laisser agir. Merci Jean-Michel. Donc, merci à l'IGS aussi de permettre de parler de ces thèmes qui agitent, je dirais, tout le monde, qui préoccupent tout le monde, cette question du pouvoir d'agir. Et alors, on va la retrouver ici essentiellement sous l'angle. Tu vas peut-être éteindre ton micro, Jean-Michel, parce que... Voilà. Tu m'entends pas? Si, au contraire, mais j'entends aussi tes feuilles et tes... Ah, pardon. Voilà, mais tu interviens bien sûr quand tu veux, et je crois qu'il y a un chat, éventuellement, s'il y a quelques questions à la fin que tu animeras, bien sûr. Absolument. Voilà. Donc, je vais travailler cette histoire du pouvoir d'agir qui est très importante. Alors, dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, on n'est pas seulement des collaborateurs d'entreprise, on est aussi des personnes, des citoyens, des consommateurs. Et je vais le traiter plus sous l'angle du management et sous l'angle de l'assertivité, parce qu'il y aurait bien d'autres façons, évidemment, de retrouver ce pouvoir d'agir si on l'a perdu. C'est pour ça que j'ai mis trouver, retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'avais envie de dire? J'avais envie de dire que des fois, alors il y a des personnes, c'est longtemps, il y en a d'autres, c'est de temps en temps, on se sent complètement paumé, perdu comme ce petit cosmonaute dans l'espace. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça peut être dans une réunion de travail, ça peut être dans un after work, ça peut être au milieu de plein de monde, et on se sent complètement déconnecté de ce qui se passe autour de nous, de ne pas comprendre les choses. On peut aussi percevoir des situations sans issue positive. Alors, c'est une phrase, une fois que j'avais entendue de quelqu'un qui m'avait dit, voilà, j'ai l'impression d'être dans un lavabo, tout est blanc, et la seule issue que j'ai, c'est de partir avec l'eau, là, au fond du lavabo. Alors, j'avais retrouvé ce petit visuel qui illustrait ça. Et c'est vrai que des fois, on ne voit pas comment on peut récupérer des situations où on a l'impression de tout subir. Il y a aussi cet effet yo-yo, c'est-à-dire le lundi ça va bien, le mardi ça va mal, ah ben on m'a félicité, je me sens bien, mais là on vient de me réprimander, je me sens mal. Et puis cet effet là aussi de ne pas avoir les manettes de sa vie, d'être perdu, de ne pas avoir ce pouvoir d'agir, qui fait que on passe avec des hauts et des bas. Alors je ne parle pas du tout de maladie, dont on parle beaucoup comme la bipolarité. Je parle simplement d'avoir le sentiment que des fois on est bien, puis d'autres fois on est mal, et qu'on n'arrive pas à stabiliser tout ça. Et donc on se retrouve dans l'idée que, et c'est cette image du film Inception que j'aime beaucoup, dans l'idée qu'un univers très familier, des gens qu'on connaissait très bien, etc., peuvent nous donner le sentiment d'être en perte complète de repères. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas. Et c'est un petit peu contre ça que je voudrais, autour de ça que j'aimerais qu'on réfléchisse pour ne pas être comme si on prenait des selfies, voilà, ces personnes qui ont l'impression qu'on se moque d'elles, qui ont des maux physiques particulièrement mal au dos, plein le dos, qui sont complètement surchargés de travail, qui n'arrivent pas à concilier facilement la vie privée et la vie professionnelle avec la fameuse charge mentale plus présente chez les mères. Et c'est un peu cette idée donc de ne pas subir et de retrouver son pouvoir d'agir, comme je le disais. Alors, je vais passer par quelques petits scénarios et puis ça va vous permettre de réfléchir un peu. Alors, c'est absolument pas valeur de test, c'est plus pour un petit peu se mettre dans une situation que vous allez voir, à mon avis, vous avez tous vécu. J'ai pris des situations que j'ai, moi, subies aussi ou vécues. Et puis, simplement se dire un petit peu où je me situerai par rapport à ça. Et puis, ça nous permettra de continuer le raisonnement sans être uniquement dans il faut, il y a qu'à, etc. Alors, premier scénario, vous êtes au cinéma, la salle est pleine, vous ne pouvez pas changer de place, c'est un film plutôt intimiste, il n'y a pas un bruit fou, une musique très forte, et votre voisin, alors surprise, a un énorme paquet de pop-corn sur les genoux, et puis il a décidé de les manger tranquillement, voilà. Et ça fait crac, 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 vous voyez bien, surtout quand il va chercher ses pop-corn, vous connaissez tout ça, vous n'entendez que ça vous gâche votre film. Alors,
quelles sont les possibilités alors, il y en a d'autres, hein, mais on va dire, voilà, vous vous dites: «Ça va passer», vous pouvez, voilà, et que vous pouvez apprendre à vous abstraire de cet irritant et que vous allez patienter et voilà, le film va se dérouler comme ça et vous allez essayer de plus entendre ce bruit. Autre solution, vous attendez un petit moment et puis tout d'un coup, vous vous tournez vers lui et puis vous lui demandez d'arrêter de manger ses pop-corn. C'est pas une conduite respectueuse de ses voisins au cinéma, voilà. Vous anticipez par contre, puis, vous l'avez vu arriver avec ses pop-corn et avant que la pression monte trop et que vous soyez trop énervé, ben, vous lui dites que vous savez que vous êtes gêné par le bruit des pop-corn. Est-ce qu'il peut manger rapidement? Alors, 1re demi-heure, pas tout le film, peut-être plus discrètement ou attendre le moment où le son, monte, voilà. Alors il y a peut-être une autre solution, c'est que vous quittiez la salle, il y en a d'autres. Mais voilà, alors je vous demande de réfléchir, vous, ça vous est arrivé récemment, comment, vous avez géré le sujet? Deuxième petit scénario, alors là, on est en entreprise, vous êtes en réunion avec votre équipe, votre manager présente un nouveau projet qui pour lui est très urgent. Vous, vous estimez que c'est pas le moment, que ce lancement, voilà, n'a pas besoin d'être aussi rapide. Vous voyez plutôt des inconvénients à le mettre en route, trop vite. Alors, vous prenez la parole, pour démonter la présentation qui a été faite, en reprenant les points, un à un, et en démontant les arguments, devant tout le monde. Vous décidez de ne rien dire, ce n'est pas le moment, ça va prendre des heures, puis de toute façon rien n'est encore fait. Vous prenez vos collègues à témoin en leur expliquant les difficultés qu'ils vont avoir à affronter ce nouveau dispositif, que vous estimez lancé dans la précipitation. Ou vous demandez à exprimer votre point de vue en soulignant, bah, tous les atouts que peut avoir ce projet, tous ses avantages, mais tous les points qui restent en suspens, particulièrement, la démarrage. Voilà, donc vous réfléchissez, il y a certainement là aussi d'autres scénarios, mais quel serait vous, quand ça vous arrive, parce que ça a dû vous arriver, le désaccord sur un thème, comment vous l'aborderiez? Alors, troisième scénario beaucoup plus intimiste, vous avez enfin personnel, vous avez une grosse journée de travail et ce matin, vous êtes parti. Alors j'ai tout mis au masculin, hein, après, évidemment c'est IE, en demandant une seule chose à votre ado au petit déjeuner: «Il faut que tu descendes la poubelle, là j'ai pas le temps», et cetera. Vous rentrez le soir très tard, cet ado, il ou elle est au lit, bien calé sous sa couette, il surfe sur les réseaux sociaux et la poubelle, ben, elle est aussi bien calée, mais dans la cuisine, au même endroit que ce matin et donc elle n'est pas descendue. Alors, vous ne dites rien, inutile de lancer encore des chamailleries, il ou elle est déjà couché, vous êtes crevé, ça sera pour demain. Vous descendez la poubelle sans rien dire, c'est pas très compliqué, puis on évite les problèmes, puis, voilà, c'est fait. Vous allez le voir dans sa chambre et vous lui dites ce que vous pensez de son attitude, c'est pas admissible, vous claquez la porte, encore une fois, je peux pas compter sur toi. Ou vous allez lui dire bonsoir, très gentiment et vous lui demandez, très fermement de descendre la poubelle. C'était votre demande du matin, il doit la respecter, même s'il doit se rhabiller et qu'en effet, il est bien dans son lit. Voilà. Alors je ne sais pas comment vous gérez, mais je vous demande d'y réfléchir. Quatrième petit scénario, la prime. Vous avez dépassé tous vos objectifs et vous vous attendez à recevoir une grosse prime, telle qu'elle avait été, calculée ou promise et puis à la fin du mois, compte en banque, bah, elle est beaucoup plus faible que ce que vous aviez prévu et vous êtes hyper déçu. Alors, vous dites qu'il y a pas que l'argent dans la vie et puis bon, voilà, vous laissez passer, je ne vais pas prendre la tête pour ça. Vous prenez rendez-vous avec votre manager pour lui dire ces 4 vérités, ben, c'est encore une fois, je ne peux pas avoir confiance, on avait dit et puis bon, c'est la promesse n'est pas tenue, pour moi, c'est pas tenable comme ça. Vous prenez, rendez-vous avec votre manager, mais pour lui expliquer votre déception, votre étonnement et puis vous lui demandez bien sûr de vous expliquer les raisons de cette baisse et quelles solutions peuvent être mises en place. Ou vous écrivez un mail en laissant planer, la possibilité, ou au cours du rendez-vous, hein, voilà, de démissionner, de partir, alors que visiblement vous êtes très bon puisque vous avez dépassé tous vos objectifs. Scénario 5 et c'est le dernier, du travail en plus. Alors là, vous êtes plutôt manager et vous avez besoin qu'un de vos collaborateurs accepte de prendre un dossier urgent mais important, qui va lui occasionner des heures de travail non prévues. Voilà, et il faut rendre ça, alors vous le convoquez pour lui annoncer, «la mauvaise nouvelle» entre guillemets. Alors, est-ce que vous lui expliquez le contexte et puis vous lui laissez pas le choix? Il y a des priorités, je comprends que ça tombe mal mais voilà, il faut le faire.
Vous lui expliquez le contexte, votre besoin, vous lui demandez comment il voit les choses pour arriver au résultat, mais sans y passer trop de nuit blanche. Et puis vous écoutez un peu comment ça peut s'organiser. Devant sa réticence, des menaces voilées de se mettre en arrêt, vous revenez sur votre demande. Après tout, vous allez trouver quelqu'un d'autre ou vous allez le faire vous-même. Et puis vous lui dites combien il est indispensable au service, voilà, que c'est peut-être l'occasion d'avoir une promotion, de mettre en avant ses compétences, et donc lui laisser planer. S'il accepte, ça sera peut-être pour son bien, peut-être pas à court terme, mais à long terme. Donc voilà 5 scénarios. Une fois de plus, je ne mets aucun, comment dire? Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est plus, voilà, comment vous, vous vous situez, alors peut-être pas du tout de la même façon, dans le contexte ado, dans le contexte travail, mais ça permet de comprendre un petit peu comment on réagit à des événements qui sont des événements qui, par définition, ne vous conviennent pas, c'est trop tôt, c'est pas fait, je suis obligé de mettre la pression et cetera. Alors, votre état d'esprit, on pourrait le qualifier, enfin j'ai envie de le qualifier comme ça. 1, est-ce que le résultat attendu est là? Oui ou non? Alors, la poubelle va être descendue, il a accepté de prendre le dossier, j'ai une augmentation de ma prime, c'est ça un résultat attendu? Et non, la poubelle, elle reste dans la cuisine, je n'ai pas réussi à faire changer le délai, du projet qui doit être lancé, c'est non. Et est-ce que vous êtes fier, vous, par rapport à vous, votre ressenti, votre vision de vous-même, de la façon dont vous avez géré la solution? Et vous voyez, moi, j'essaye de trouver 4 situations. Alors, oui, j'ai atteint les résultats, mais je suis peut-être pas trop fière d'avoir brandi une promotion qui aura peut-être jamais lieu pour le faire bosser 3 jours de plus ou, lui faire bourrer son emploi du temps. Je suis peut-être pas très contente, d'avoir, fait descendre ma poubelle, en le faisant, sortir de son lit. Voilà, il y a ça. Le résultat est pas atteint et puis en plus, je m'y suis pris d'une façon dont je suis pas très contente. J'ai menacé et puis en même temps, non, le travail va pas être fait, et cetera. J'ai pas obtenu le délai que je voulais et cetera. Je suis très fière de la façon dont je m'y suis prise. J'ai été très assertive, enfin, j'ai su dire les choses, gentiment, avec beaucoup de conviction, mais sans être agressive auprès du monsieur qui bouffait des pop-corn, mais il a continué à manger des pop-corn. Voilà. Ou alors, je suis contente de la façon dont j'ai géré les trucs. Après tout, ça pourrait être, je l'ai menacé, ou je me suis tue et j'ai atteint les résultats, voilà, que je voulais obtenir. Voilà. Et l'idée, c'est pour moi d'être dans l'alignement de vous. Et c'est pour ça que je vais parler d'assertivité. Je vais essayer d'en parler comme quelque chose qui est largement partagé, comme soft skills, comme quelque chose de positif. Mais attention, il y a des moments où peut-être, écoutez, on peut être fier de quelque chose qui est pas l'assertivité, qui est autre chose et sur lequel on a atteint les résultats. Voilà, donc je mets ce contexte-là parce que, il faut savoir aussi ne pas être trop dans le normatif et dans le catégorique. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a des risques de cercle délétères. Heu, Ça part souvent du manque de confiance en soi. Je manque de confiance en moi, donc je doute des décisions que je prends et je vais me mettre peut-être dans une situation d'acceptation. Voilà, je manque de confiance en moi et je vais accepter que ce type mange des pop-corn tout le temps, tout le film. Voilà, et comme je suis pas très fière d'avoir accepté ça et que ça m'a gâché mon film et que j'ai payé 12 € et que je suis restée toute la séance, ça accentue mon manque de confiance en moi. Voilà, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable de faire arrêter ça et on pourrait le prendre sur tous les scénarios, que j'ai. Je n'ai pas su, je ne sais pas élever mon enfant, mon adolescent, j'arrive pas à l'éduquer, voilà, et ça peut être un cercle très vicieux. Il peut y avoir aussi, comme je doute de moi, et ça part toujours de ce manque de confiance, eh bien, je deviens agressif. Voilà, je menace, je tempère, je fais des voilà, «Si tu es pas content, c'est comme ça». Et là, le problème, c'est qu'on se piège dans une attitude agressive qu'on a tendance à répéter et qui fait que, comme on va être agressif, après on se réfugie dans cette agressivité qui fait qu'on n'a pas, non plus cette confiance qui s'installe et vous voyez, là aussi, le cercle peut être délétère. Et la troisième chose, c'est je manque de confiance en moi, donc je trouve des explications. Tout le monde le fait, mais il faut bien, voilà, le temps, c'est de l'argent, et après tout, il faut bien avancer et cetera. Donc je suis dans la manipulation,
je promets des choses, je culpabilise la personne, c'est pas comme ça qu'on se comporte au cinéma, mais j'introduis une méfiance chez les autres qui va faire que la méfiance, ils n'ont pas confiance en moi et ça va accentuer mon manque de confiance. Donc on voit bien qu'il y a 3 situations de la manipulation, de l'agression et de l'acceptation, sur lesquelles je vais revenir, qui sont plutôt basées sur un manque de confiance en soi et qui peuvent être des cercles très, très délétères et donc il faut essayer de changer la donne. Alors, d'autant plus qu'il y a, des effets. Il y a 3 types d'effets qu'on connaît bien. Le premier, c'est des maux physiques. Je parlais tout à l'heure de plein le dos, des douleurs, hein, qui arrivent parce que, on n'est pas bien, parce que, on n'a pas su, relever un défi qu'on s'était donné, on n'a pas su expliquer, on subit, on subit. Le deuxième effet, il est terrible, c'est l'effet ricochet, c'est-à-dire qu'on reporte sa colère et sa frustration sur les autres. Par exemple, j'ai pas réussi à convaincre que ma prime devait être à la hauteur, donc je rentre chez moi et l'histoire de la poubelle, pardon, excusez-moi, l'histoire de la poubelle, je me mets à crier sur mon ado sans réfléchir parce que ma colère se reporte sur lui et ça, c'est des effets ricochets qu'on connaît beaucoup en entreprise. Les managers en cascade, font, ont des comportements toxiques ou déviants, qui reportent en ricochet. Et puis, il y a l'effet cocotte-minute, ça c'est, je dis rien, je le laisse manger son popcorn pendant une demi-heure, j'attends que la réunion s'éroule, puis à un moment j'explose et ça, non plus, c'est pas des effets, on va dire, très, très positifs, ni pour soi, ni pour son image de soi, ni, pour les gens, qui nous entourent. Donc la proposition, c'est de retrouver une forme de pouvoir d'agir et le pouvoir d'agir, ça c'est le mot empowerment en anglais, c'est quelque chose qui est travaillé depuis des années, hein, par les chercheurs, psychologues, sociologues. L'empowerment, il peut être personnel, c'est là-dessus que je vais travailler, mais c'est vrai qu'après il peut être plus organisationnel. Ce sont les individus qui constituent les communautés et Rapaport, qui a été un des premiers à en parler, le décrit comme la possibilité pour les personnes ou les communautés de mieux contrôler leur vie. Voilà. Alors, bien sûr, je me mets dans une situation, une vision, un paradigme où nous sommes acteurs de nos vies, où nous pouvons les contrôler et je sais très bien, vous le savez, qu'il y a d'autres visions du monde où on va être plus dans le destin, les choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver et où on est moins dans cette responsabilité de soi, hein. Donc moi, je m'inscris dans cette vision de l'agir, moi, acteur de ma vie. Alors, ce qui est très important quand on travaille ces sujets, c'est que agir, c'est pas s'agiter, c'est pas bouger dans tous les sens, mais c'est vraiment savoir ce que l'on veut soi. C'est pour ça aussi que je disais qu'il n'y a pas de vérité en absolu. Et qu'est-ce qu'on veut soi? C'est-à-dire ne pas répondre aux attentes des autres uniquement, et attention, de ne pas répondre non plus à des attentes qui pourraient être, entre guillemets, «bienveillantes». Hein, là, j'ai parlé dans mes petits scénarios, c'était plutôt des scénarios, on va dire, de mini-agressions passives ou actives. Mais ça pourrait être aussi des bienveillances, hein. C'est pour ton bien, alors ça c'est une phrase terrible, c'est pour ton bien que je te demande de faire ça, de faire ces études, d'aller, d'accepter, cette mission supplémentaire et cetera. C'est pour ton bien. Là, on rentre dans une forme de manipulation aussi, mais ça peut être quelque chose des parents qui sont persuadés, que c'est pour le bien de leur enfant. Voilà et là, on n'est pas dans «c'est ce que je veux moi», mais on est dans le subi. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que, quand on veut, on peut, c'est pas toujours le cas, hein. Et je reviens sur un petit schéma que j'ai peut-être présenté dans d'autres webinaires. Là aussi, quand vous regardez, le vouloir et le pouvoir, oui, on veut, mais on ne peut pas. Alors là, on est dans une forme de frustration, alors on ne peut pas parce qu'on nous empêche de le faire ou parce qu'on s'empêche de le faire. On ne peut pas et on ne veut pas, on est dans une forme d'immobilisme et là, en effet, ça peut être une forme de refuge, hein, et après tout, peut-être qu'on vit très bien. On peut, mais on ne veut pas ou on ne veut pas qu'on le fasse, là, on est dans le blocage, une situation qui n'avance pas et quand on veut, on peut, on est dans l'action et c'est vrai que là, moi, j'essaye de me dire comment faire que quand je veux quelque chose, je peux le faire et écarter, les 3 autres situations. Après tout, l'immobilisme, ça peut être une vision de la vie là aussi, mais la frustration et le blocage sont des situations, moi, que j'observe beaucoup en entreprise.
dans le monde du travail, mais même à titre personnel, qui sont des situations pas agréables, qui génèrent les maux dont je parlais, les effets dont je parlais, et sur lesquels bon, il est quand même urgent de travailler. Alors, je pars de l'idée de qu'est-ce que je veux, voilà. Et ça part quand même de la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dans cette situation donnée. Après, il y a qu'est-ce qu'on me demande, un tiers, un manager, et puis qu'est-ce qui va se passer réellement. Et vous voyez bien que ce triptyque, il est vraiment important qu'il converge le plus possible. Je veux que cette personne, je veux que le dossier ne démarre pas tout de suite. On me demande de démarrer tout de suite. Et alors, est-ce que je vais le faire? Et si je le fais, ben moi, je suis en dissonance avec ce que je voudrais faire. Et si je ne le fais pas, ben je suis en désobéissance. Et vous voyez que ces situations, elles sont complexes à gérer dans la notion d'action. Donc, on a aussi, je dirais, nos projets personnels, nos visions personnelles, mais il ne faut pas oublier le contexte, et j'y reviendrai, dans lequel on est amené à travailler. Je vais prendre un exemple qui m'a été donné il n'y a pas très longtemps. Je travaille dans un EHPAD. J'ai la toilette des personnes très âgées, ce qui est quelque chose quand même de très impliquant, de très engageant à faire, donc des personnes pas autonomes. Et je veux prendre du temps avec ces personnes, ce qui se traduit par une toilette qui va durer 20 minutes, une demi-heure. On me demande de ne passer que 7 minutes, parce que c'est minuté. Alors, si je passe 7 minutes, je suis horriblement frustrée et en dissonance. Si j'obéis et si j'obéis pas et que je passe bien mes 20-30 minutes, ben, je suis en dissonance avec la personne, avec ce qu'on me demande de faire. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion de qui je veux être et quelles sont mes valeurs et mes projets. Donc, l'assertivité est une piste intéressante à explorer. Et elle se définit par, alors je vais très vite, hein, c'est s'autoriser. S'autoriser donc à exprimer ses idées, ses émotions. Je suis triste, je suis en colère, je ne suis pas d'accord. À dire ses besoins et ses désirs. Bah, j'ai envie d'eux, voilà, bah, tu me proposes de reprendre encore d'aller en week-end au même endroit avec les mêmes amis. Bah, moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de partir ailleurs, à Venise, alors que tu me proposes d'aller, au Touquet et voilà et j'ai envie d'être, en couple et pas avec la bande de copains. C'est décidé, sans avoir à se justifier et s'excuser. Ben non, là, je ne peux pas. Je ne peux pas, faire ce que tu me demandes, mais voilà, je n'ai pas à m'expliquer, à me justifier pendant des heures. C'est s'autoriser à faire des erreurs. Je peux faire des erreurs, ça arrive, alors pas toujours les mêmes erreurs, hein, ça c'est clair, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, possible et puis s'autoriser aussi à changer d'avis, sans être, là aussi dans des justifications. Voilà, donc l'assertivité, c'est s'autoriser. Alors ça vient du mot c'est important, hein, les origines, assert, affirmer, s'affirmer. Mais ça passe, c'est un détour par l'anglais, hein, assertiveness, qui est l'affirmation de soi et qui apparaît, en fait, c'est un terme assez récent, hein, au début du XXe siècle, avec un psychologue américain qui s'appelle Andrew Salter et qui décrit donc l'assertivité. Maintenant, il y a plein de définitions, la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Et ça, c'est très important. C'est que l'assertivité, c'est pas s'affirmer moi tout seul et on va le voir, mes idées, mes opinions, ma façon de voir les choses, mais c'est trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire accepter aussi que l'autre ait des droits, l'autre puisse faire des erreurs, l'autre ait des envies, et c'est donc travailler sur un terrain d'entente. Voilà. Donc c'est tenir compte de l'autre, trouver un terrain d'entente, co-construire un compromis, et si possible, un jeu gagnant-gagnant. Voilà et quand vous retrouvez les petits scénarios dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez bien il y a toujours une des solutions que je vous ai proposées qui est plus sur ce schéma-là, hein. Dire à quelqu'un: «Bah, tu manges des pop-corn, mais s'il vous plaît, peut-être plutôt dans la première, rapidement, première demi-heure du film ou au moment où la musique, est très forte». Voilà, on peut considérer que c'est plutôt du win-win, hein, et on peut trouver comme ça c'est un jeu de négo, hein, avec l'autre, c'est partir de l'hypothèse qu'on peut trouver des compromis.
Voilà. Alors, par exemple, vous avez besoin de documents très, très importants pour faire une présentation et la personne, vous ne les remet pas alors que vous êtes à 24 heures du truc, vous avez besoin de les lire, les travailler. Bon, si vous sautez sur la personne dans le couloir, mais où en est ma presse? J'en ai besoin de façon urgente. Déjà, la personne va se braquer, hein, et on n'est pas dans l'idée que, voilà, moi, j'exige que tu me les rendes le plus vite possible parce que j'en ai besoin, même si vous exprimez votre besoin et puis votre difficulté à gérer le délai que vous subissez, ça ne va pas être dans un compromis. Par contre, lui dire, écoute, moi, je suis en difficulté, j'ai besoin que tu me les remettes le plus tôt possible. Est-ce que je peux espérer que ça soit demain avant 18 heures et est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à avancer, pour que tu n'y passes pas la nuit, etc. Voilà, on peut trouver un terrain de compromis et quelque chose de positif. Et c'est vraiment ça, l'assertivité. Alors, l'assertivité, eh bien, c'est tout sauf ces fameux comportements refuges que j'ai décrits en creux dans les petits scénarios et dont je vous parle. Donc la passivité, voilà, j'ai pas le temps de m'expliquer dans la réunion, c'est pas si important que ça, de pas descendre la poubelle. Donc là, on est dans le refuge de la passivité, ouais mais par contre, en général, le résultat n'est pas, au rendez-vous, hein. Après tout, ça peut être une façon, de gérer aussi, et de pas t comme on dit vulgairement, de se prendre la tête. L'agressivité, autre comportement refuge que j'ai décrit aussi, c'est moi qui décide, vous ne comprenez rien, de toute façon, voilà, on avance. Et puis, le troisième comportement refuge, c'est la manipulation. Faut être malin, faut pas montrer ses sentiments, la promotion est possible, voilà, la culpabilité, j'attends de toi que tu te comportes mieux, comme tu es mon fils, je dois pouvoir compter sur toi, etc. Voilà, et ça, ces comportements refuges, eh ben, souvent, on les adopte en situation de stress, de désaccord, de conflit. Alors, pour quelles raisons? Parce qu'on a peur. Voilà, on a peur, on manque de confiance en soi et on a peur d'être mal vu, d'être mal perçu, d'être mal jugé, de ne pas être aimé, d'être ridicule. Et là, vous pouvez ajouter la liste. Et donc, quand on est passif, c'est qu'on fait passer ses désirs, les désirs des autres avant les siens ou les urgences des autres avant les siens. Mon ado, il est bien dans son lit, pourquoi moi? Alors, voilà, c'est moi qui vais descendre la poubelle, et donc voilà, on risque de s'exposer à la frustration, à la rumination, à l'anxiété. Quand on est agressif, au contraire, on exprime ses besoins sans respecter ceux des autres. «J'ai besoin que tu fasses ça» et cetera, et puis on perd, comme je vous disais dans le cercle, on perd, la confiance qu'ils peuvent avoir en nous, ils ont peur de nous, par exemple, et puis en plus, il faut toujours mettre un cran au-dessus, hein, parce que, à un moment, la sanction doit augmenter toujours, et puis la manipulation, on a besoin de passer par des subterfuges, pour ne pas dire les choses directement, et là, on n'est pas dans, la franchise et le dialogue direct, de l'assertivité. Alors pour s'affirmer, une première chose, il faut croire en soi. Il faut croire en soi et on le verra, c'est vraiment important. J'ai raison de demander, qu'il arrête de manger des pop-corns. J'ai raison de dire que ce délai n'est pas correct et cetera. Il faut pas vouloir trop changer les autres, ça c'est un des grands, sujets dans la vie, qui nous mine souvent, c'est qu'on croit qu'on va changer les autres. Alors les gens peuvent évoluer, mais on distingue l'action de la personne. Donc on va trouver un compromis sur l'action et non pas sur la personne, qui procrastine tout le temps, on va pas la rendre en hyper, personne qui est toujours au rendez-vous. Par contre, on va, pouvoir mieux gérer sa façon, de toujours remettre à plus tard. On répond, mais on ne réagit pas, et réagir, c'est souvent surréagir, c'est-à-dire toujours cette notion de dialogue. On arrête de culpabiliser, de s'en prendre à soi, «C'est ma faute, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas su lui dire» et cetera. On résout des problèmes et on n'est pas en autodéfense, «Mais j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pu», et cetera. On choisit ses mots, on va le voir. On apprend à dire non et puis on se dit aussi qu'on peut le faire, hein, qu'on a ce potentiel, d'agir. Alors sur le comment, il y en a beaucoup, hein, mais voilà, je m'arrête à deux trois qui sont, quand même un petit peu plus connus. Le premier, c'est, le fameux DESC que vous connaissez, qui relève de la communication, non violente, mais qui est très intéressant. Le DESC, c'est décrire. Voilà, je pose le diagnostic de la situation et
de façon objective. Je ne remets pas en cause la personne. Voilà, je vois que depuis quelques semaines, voilà, je remarque que vous arrivez régulièrement en retard. Voilà, ça c'est objectif. Après, on s'exprime, on dit, on essaye d'être clair, on écoute ce que nous dit la personne et on reformule. On peut reformuler. Par exemple, dans mon exemple, être en retard, est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas entendu de la personne parce elle estime que le retard de 3 minutes, c'est pas du retard. Après, on spécifie ses attentes. Voilà, moi, je voudrais que tu sois à l'heure, ça, c'est mon résultat, et là, on va éviter le «tu», remettre la personne trop en question. Voilà, je trouve cela ennuyeux et j'aimerais que ça change. Voilà, c'est moi, hein, c'est moi et j'aimerais qu'on évolue et on va vers une solution. Voilà, on peut être prêt à changer d'avis, bah, c'est moi, 3 minutes, je supporte pas, toi 30 minutes, ça tu trouves que c'est normal, on va vers 10 minutes ou le lundi, mardi, bah, tu peux arriver un peu plus en retard, mais à condition d'être très à l'heure le mercredi, jeudi, vendredi et on obtient, avec le reboucle avec d'accord. Donc voilà, depuis quelques semaines, je remarque que vous arrivez en retard, régulièrement. Je trouve cela ennuyeux et j'aimerais, que ça change. Voilà, on évite le «tu qui tue», tu arrives encore en retard, tu te moques de moi, tu le fais exprès, c'est grave. Voilà, des phrases qu'on peut dire, en termes agressifs, sur le mode, parce qu'on est sous l'émotion, qu'on est la cocotte minute, ça fait, X jours qu'on attend, qu'on ronge son frein, puis tout d'un coup on explose, voilà et ça on oublie et donc on travaille sur le «je». Je remarque que je suis seule le matin depuis quelques semaines, je n'aime pas ça, je préfère que nous soyons ensemble, voilà. Qu'en penses-tu? Sachant qu'on ne va pas tout à fait avoir la même formulation si c'est le manager qui arrive tout en retard ou si c'est le collaborateur ou si c'est le collègue, évidemment. Mais on oublie le «tu» qui tue pour aller vers le «je» et on utilise le desk sur l'objectivation, l'expression des sentiments, enfin des sentiments, des émotions et aller vers le compromis. Donc ça, le desk est quelque chose qui permet d'avancer. Et si on se retrouve devant quelqu'un qui essaye de trouver des objections, ben, on utilise le disque rayé. «Oui, mais il y avait des embouteillages ce matin». «Bah, je comprends qu'il y ait des embouteillages, mais j'aimerais que nous commencions à travailler ensemble». «Oui, mais tu n'es pas toujours à l'heure non plus». «En effet, mais ce qui est important pour moi maintenant, c'est que nous commencions à» voilà, des phrases courtes, on reste calme et on répète toujours la même chose pour obtenir le résultat dans la zone de compromis, dans l'affirmation de soi, tout en laissant la personne s'exprimer, en reformulant ses objections. Alors, deuxième piste, pour le comment avancer à être assertif, c'est savoir dire non. Alors, c'est vrai que savoir dire non, ça, c'est quelque chose de très, très difficile, que ce soit ses enfants, ses collègues, ses collaborateurs. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'assertivité, c'est que on dit non à une demande: «Tu me prêtes de l'argent?» «Non, mais je te dis oui à toi». Voilà et ça peut avoir d'ailleurs des effets positifs. Bah, je te prêterai pas d'argent, mais peut-être que ça va te rendre plus autonome. Voilà, hein, il faut distinguer toujours, quand dans l'assertivité, l'acte, le moment, la difficulté de la personne. On n'enferme pas, dans l'exemple des documents qui arrivent en retard: «Ah, tu es toujours en retard à toi, tu es toujours en retard», je t'enferme dans quelqu'un qui ne sait pas travailler à l'heure. Non, c'est pas ça. Par contre, aujourd'hui, il y a un dossier, il y a un problème et cetera. Donc le petit acronyme ACCEPT est intéressant. On accueille la demande de l'autre en étant à son écoute et en reformulant sa demande. Bon, si j'ai bien compris, tu as besoin que je t'héberge, pendant plusieurs nuits, si j'ai bien compris et cetera. Quel est le besoin derrière la demande? Voilà, parce que, il y a une demande, mais voilà, tu me demandes, que je t'avance ton argent de poche, mais pourquoi? Enfin, voilà, est-ce que c'est une dépense? Est-ce que tu veux voilà, on essaye de comprendre le besoin derrière la demande. On clarifie les contraintes, les siennes et celles de la personne. Est-ce que c'est la seule solution? On exprime ses regrets et on sait dire non et on essaye de trouver une solution qui peut être alternative pour terminer sur une solution positive. Là aussi, on est en compromis. Donc ça peut être: «OK, je t'héberge une nuit, mais ou je te paye l'hôtel ou tu peux aller dans la maison de campagne qui est vide, mais c'est une nuit, c'est pas 3 ou 5». Voilà, on contractualise quelque chose. Donc le savoir dire non, il faut bien distinguer la personne de la situation
et dans le respect, hein, bien sûr, des personnes, pour ne pas soit terminer dans le subit et se retrouver soi-même coincé et avec des regrets, des remords, de la frustration, etc. Alors, les grands apports de l'assertivité au travail, cette façon de dire les choses avec franchise, directement, plutôt dans le compromis. On est plutôt dans du constructif, on amène ses convictions et on écoute mieux le besoin des autres, puisqu'on est dans cette compréhension du besoin des autres. C'est la posture principale. On peut prendre des initiatives et aider les autres à prendre des initiatives. On est moins stressé parce qu'on a dit, déjà, on sait mieux ce qu'on veut, puis on arrive à mieux l'exprimer. On limite les conflits et on est dans la controverse et le débat, mais constructif. Et puis on accepte mieux aussi les critiques et le changement parce que d'abord, on a plus confiance en soi, puis que les autres savent aussi mieux les formuler. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'apports à être assertif au travail, à cultiver l'assertivité. Sachant qu'il est très important, là aussi, que tout le monde le soit. Être assertif tout seul, ça surtout si on est manager, c'est très important. Quand on est parent, ça l'est aussi beaucoup, tous les psychologues vous le diront, mais c'est important que tout le monde, enfin de disséminer, cette question d'assertivité. Alors, je le dis aussi qu'il y a des situations où c'est difficile à appliquer, hein. Il y a des fois, il faut être passif. Je me tourne vers mon voisin, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps au cinéma, j'étais très fière de moi, j'avais bien géré cette histoire de popcorn en termes de demande et moi je me suis fait envoyer balader avec quelqu'un de très grossier, voilà. Il y a des moments, il faut savoir être un petit peu, ne pas dire les choses, parce que, ben, voilà, on prend des risques et puis, c'est aussi savoir repérer les moments, où on va, repérer les moments où on va choisir, ses combats, enfin et choisir ses combats. Il y a peut-être des combats plus importants que voilà, par rapport à la charge mentale et faire preuve d'assertivité en termes de soft skills, c'est aussi savoir repérer le bon moment où on va dire les choses. Tout le monde le sait, il y a des choses qu'on peut dire de façon assertive en tête-à-tête, mais pas en public, parce que là, on met la honte à la personne et cetera. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc si je résume, c'est une relation à soi qui est très importante. Alors avec cette fameuse pyramide de l'estime de soi, je crois en moi, je suis bien, ce fameux triangle dont je parlais, voilà, je fais converger ce que je veux faire, ce qu'on attend de moi et puis, ce que je fais. La confiance en soi qui porte plus sur la façon dont je fais les choses, c'est mon expertise, c'est mes compétences, c'est mes connaissances et puis donc l'affirmation de soi. Mais vous voyez bien que l'affirmation de soi assertive telle que je l'ai décrite, telle que les décrivent la littérature et les psychologues, elle s'assoit sur l'estime de soi, la confiance en soi. Par contre, pour ne pas tout renvoyer à soi parce qu'autrement c'est épuisant, hein, comme disait Ehrenberg: «La fatigue d'être soi», il est intéressant de voir que le contexte peut aider ou empêcher. Et en management, mais comme, dans la vie, personnelle, il y a 2 conditions très importantes. C'est la sécurité psychologique qui va avec le droit à l'erreur. C'est clair que vous aurez plus confiance en vous et plus d'estime de vous si vous êtes dans un contexte où, quand vous faites une erreur, vous vous trompez, vous vous exprimez maladroitement, eh bien, on ne vous en voudra pas et vous aurez donc cette notion de sécurité psychologique qui vous autorise à être beaucoup plus, assertif justement et puis bien sûr l'effet éducation, qu'on peut retrouver en management avec le fameux effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, je le rappelle, c'est, tu peux le faire, tu dois avoir confiance en toi, tu as un potentiel qui met en place ce petit cercle du pouvoir d'agir. Voilà, j'ai confiance en moi, donc je vais m'autoriser à dire des choses et je vais les dire beaucoup plus calmement et du coup, les autres vont avoir confiance en moi et cet effet, les cercles délétères deviennent des cercles vertueux. Voilà, je rappelle que l'effet Pygmalion a son opposé complet qui s'appelle l'effet golem, qu'on connaît en éducation comme en management. Tu es méchant, tu es nul, tu ne réussis jamais rien. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'être assertif quand on a été éduqué dans cet effet golem par rapport aux profs ou par rapport aux parents. Très clairement, on le voit très bien. Voilà, donc un petit tour d'horizon et je terminerai avec quelque chose de très, très important et voilà, il faut savoir aussi être gentil avec soi.
C'est-à-dire que et être gentil avec les autres, voilà, chacun, porte, en soi, son combat et déjà être gentil, s'autoriser à s'aimer, c'est très important et c'est vrai que les gens qui n'arrivent pas à être assertifs, alors je l'ai expliqué, c'est être mal perçu, être mal aimé, mais c'est qu'au départ souvent, bah, ils s'aiment pas beaucoup et ça, c'est compliqué. Donc soyez gentils avec vous-même et je vous remercie bien sûr de votre attention et je laisse place aux échanges. On a un quart d'heure pour ces échanges, sachant que sur ces sujets, bah, il y aurait 10 000 autres choses à dire et peut-être qu'on va le faire sous forme de questions, ou d'échanges, mais j'ai essayé de dire le maximum. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Alors je me retourne vers notre chef S webinaire. Les questions qui sont posées, je vous en prie, posez vos questions. Moi, j'en ai une comme ça qui me vient à l'esprit en fait en t'écoutant, Isabelle, parce que je trouve que l'assertivité en fait a un rapport assez étroit avec comment dire les méthodes Harvard, Urey et Fisher dans la négociation raisonnée justement, puisque je retrouve ces principes de c'est la situation et pas la personne Tout à que fait. l'on attaque, dont on cherche à trouver une solution, hein, pour laquelle on cherche à trouver une solution, pardon. Est-ce que c'est une bêtise que je vais te dire ou est-ce que c'est une réalité? Alors, tu sais, c'est toujours pareil, un phénomène, on l'étudie avec, ses propres lunettes Tout et à fait. tu as les psychologues qui vont, le regarder, tu vas avoir, les neurosciences maintenant de plus en Oui. plus qui t'expliquent que tu as, un cerveau limbique, un cerveau, un Mhm, mhm. néocortex et cetera et que, par exemple, j'en ai pas parlé, mais la respiration va te permettre de mieux gérer tes émotions et là, c'est purement mécanique et Oui. puis tu as, ce terrain, de la disputation negotiation très Mhm. peu mis en place en France, mais qui existe aux États-Unis, qui va encore le voir différemment. Donc, en général, sur Oui. beaucoup de sujets, on se retrouve avec les mêmes concepts. Et tu as tout à fait raison de dire que la négociation, bah, Mhm. c'est l'hypothèse qu'on peut se mettre d'accord et de sortir avec un jeu gagnant-gagnant. Donc, en effet, il y a des grandes proximités Mhm. dans les façons, mais avec des lunettes différentes. Tout à fait. Et là, j'ai une question de quelqu'un qui me demande, enfin qui me dit, alors je regarde à côté, hein, c'est pour ça, Mhm. Mhm. l'assertivité, mais ça veut dire qu'il faut en fait beaucoup de temps pour la mettre en place. C'est du long terme et on vit dans une société de plus en plus court-termiste avec de l'instantanéité. Tiens, bah, je t'ai envoyé un mail, tu m'as pas répondu, etc. Et comment on peut faire concilier un peu ces deux temps, ces deux rythmes différents entre l'assertivité et le monde du travail en l'occurrence, puisque je me base sur le contexte du monde du travail. Alors déjà, être assertif, ou devenir assertif, ça peut prendre Oui. du temps, hein. On ne devient pas, si on a manque de confiance en soi, si on est plutôt passif et cetera, pour devenir Oui. assertif, déjà, c'est pas en 1 seconde, hein. Alors après, il y a des méthodes, et j'ai essayé d'en donner 2, le DES, l'ACCEPT, il y en a plein Oui. d'autres, il peut y avoir le STOP, la gestion des émotions, qui sont quand même des outils qui, quand on les pratique et qu'on se force à les pratiquer, Oui. aident à gagner du temps. Ça, c'est une chose. Après, il y a, j'ai envie de dire, par rapport à la question qui est posée, comment dire? Il y a l'informel, c'est-à-dire les codes dont on se dote dans l'entreprise. Par exemple, écoute, de plus en plus, moi je vois, les messageries, alors on passe plus par les mails, on passe par d'autres types de messageries, Oui. où on ne prend plus le temps de dire bonjour bien cordialement, voilà, on est passé sur un média beaucoup plus quick, mais il faut que ce soit des codes partagés et en effet, bon, par exemple, moi, je me souviens quand j'avais une secrétaire, une assistante, au bout je lui demandais de faire des impressions et je lui avais dit: «Écoute», qu'elle s'appelait Claire, «Tu voilà, tu te choques pas, surtout, mais comme pour gagner du temps, je te mets print en objet et je te mets la pièce attachée et j'écris pas, merci». Alors de temps en temps, je faisais: «Merci, s'il te plaît». Voilà, mais je lui rappelais régulièrement et: «Non, non, non, t'inquiète pas, j'ai compris» et cetera. Vous voyez, il peut y avoir ça et il y a des entreprises où je vois on fonctionne de plus en plus comme ça. C'est-à-dire, Tout à fait. on est assertif pour gagner du temps et on ne se Mhm. choque pas. Et après, il y a des cultures. Quand on est dans les pays anglo-saxons, je pense surtout aux États-Unis, voire au Canada, même français, on est beaucoup plus assertif sans prendre de gants et en disant les choses. Je te dis les choses, c'est pas personnel, tac, 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 tac et on Mhm. gagne du temps.
En France, on a plus de mal avec ça. Et puis, il y a des pays où il faut encore, que tu connais bien, où il faut peut-être encore plus de... Voilà, donc il y a aussi la question de la culture. Mais je pense qu'on peut, si on est dans une communauté, se doter de codes où on s'aime, on est respectueux les uns les autres, et c'est pas parce qu'on ne fait pas un bonjour et un bien cordialement voilà, que voilà. Alors justement, tu as mis le doigt en fait sur quelque chose d'assez intéressant et même d'important, c'est l'aspect culturel. Parce Mm. que l'assertivité, effectivement, vient de assertiveness, c'est le monde anglo-saxon, comme toujours, hein, en avance un petit peu sur le reste Tout pour à le fait. management. Mais néanmoins, dans certaines cultures, plus sur l'Extrême-Orient notamment, euh, est-ce qu'on peut être assertif malgré tout ou si oui, quel type d'assertivité? Est-ce qu'il y a plusieurs types? Est-ce qu'on doit moduler son assertivité en fonction des cultures ou est-ce qu'on se dit, mais finalement, c'est complètement universel? Ah non, non, moi je pense que l'assertivité n'est pas universelle et en effet, il y a un enchâssement culturel de tous ces sujets. Et D'accord. qu'en effet, prenons l'exemple américain où je vais être très cash, dire les choses, Mhm, et tu te retrouves en Asie que tu connais par cœur, ou tu risques de choquer énormément les gens, mhm, comme des fois un Italien va nous poser, le jour où j'étais avec des Italiens, à prendre des précautions avant de dire un truc, il ne peut pas mhm, gagner du temps, etc. Non, non, mhm, et c'est pour ça aussi que je disais en précaution au début, il y a des cultures où tu es mhm. dans le destin, dans le mektoub, Oui. voilà, et tu ne vas pas être dans l'idée de je suis un acteur stratège, responsable de Mhm, ma vie, de mes actes, interagir sur tout. Voilà, il faut aussi se dire ça, hein, mhm. donc voilà, le ici et maintenant est quand même important, hein. Très bien. Et puis, j'ai une autre question là, qui est posée par une personne qui nous regarde, où on me dit, mais quand même, de temps en temps, la manipulation, ça peut peut-être servir à se sortir d'une situation avant de commencer à être assertif. Ah oui, non, mais attendez, c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup Oui. de gants sur, il y a l'assertivité, quelque chose de très dans le contexte qu'on vient de décrire, Oui. de comme un peu la clé magique, Mhm. voilà, où on est plus mieux avec soi, mieux avec les autres, qu'on fait avancer les sujets. Mais comme toujours, il y a des contextes, et en effet, être passif, c'est ce que j'ai dit pour la passivité, Oui. des fois, vaut mieux être passif et puis, le temps fait son œuvre, après tout, voilà, je m'en suis Mhm. j'ai bien fait de rien dire, voilà, parce que Mhm. ça s'est arrangé tout seul, et cetera. Oui. Et puis, pareil pour la manipulation, hein. Mm. Le problème, c'est d'utiliser tout le temps cette technique qui Oui, peut exactement. faire que les gens, vous perçoivent comme justement un grand manipulateur, Mhm. et une fois que vous l'avez utilisé 2-3 fois, c'est ce que je disais, comme l'agressivité, c'est que vous êtes obligé de monter en crescendo. Et oui. La première manipulation une fois, après on monte, on monte, on monte, et on devient, enfin plus personne vous croit quoi, en gros, Mhm. mais bien sûr que les 3 autres, comment dire? Comportements qu'on a appelés comportements refuge quand on parle Mhm. d'assertivité, trouvent leur, aussi à un moment donné, vous savez, tu sais, on parle beaucoup de management situationnel. Tout à Donc, fait. en fonction du moment, en fonction du contexte et en fonction de la personne qu'on a en face de soi, hein, Mhm. dans l'éducation comme dans le management, on sait très bien que des choses vont marcher avec certains et pas du tout avec d'autres, hein, donc Tout à fait. Alors, j'ai une question aussi. Je vais peut-être citer les prénoms, parce qu'à force de dire j'ai une question, mais je ne cite pas les prénoms. En l'occurrence, Elisabeth qui nous demande comment agir lorsque l'on a déjà dit les choses plusieurs fois. alors c'est là où il faut peut-être remonter un petit peu le chrono et de se Oui. dire: «Quelle est la question derrière la question? Quelle est la question derrière l'attitude?» Voilà, et qu'on n'a peut-être pas su, dans, l'agression, dans le problème, voilà, on n'a peut-être pas su où était le nœud, et là, moi, je crois qu'il faut remonter un peu le chrono en se disant, en étant beaucoup plus à l'écoute de la personne, en lui faisant reformuler: «Mais pourquoi tu te conduis comme ça? Et pourquoi tu as ce retard?» Voilà, et bien comprendre. Peut-être que nous, on est envahis dans ce qu'on appelle les idées, automatiques, comme ça fait 12 fois qu'il me rend tout le temps quelque chose en retard, je suis persuadée qu'il déjà, Mhm. j'étais persuadée qu'il le ferait en retard, et puis il y a peut-être eu un événement complètement différent. Voilà, donc on a, quelquefois on est surpris Mhm. et on est nous-mêmes intoxiqués. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé plusieurs fois. Alors déjà, après tout, j'ai essayé l'assertif, je vais passer par le passif et la manipulation, voire l'agression. Ça peut varier les choses.
Mais à mon avis, c'est plutôt remonter un petit peu le chrono pour voir pourquoi. Parce que des fois, on est persuadé. Vous voyez, je prends un exemple très personnel. J'avais demandé à un de mes enfants d'acheter du café, etc. Et je rentre après plusieurs jours d'absence. Il n'y avait pas le café. Je suis partie dans l'idée qu'il ne l'avait pas fait. Or, il n'y en avait plus en stock dans le magasin. Je ne me suis pas ouverte à cette hypothèse. Donc, heureusement, j'ai été correcte quand je lui ai dit, mais tu aurais pu acheter du café et tout. Enfin, je ne lui ai pas tout à fait dit comme ça, mais voilà. Et non, il m'a dit, mais j'ai essayé, mais il n'y en avait pas. Ce qui est complètement différent de dire, bah ouais, t'es gentil, mais je ne suis pas ton domestique, quoi. Vous voyez, et c'est vrai que si j'avais été très agressive, il aurait pu avoir cette réponse-là. Vous voyez? Voilà. Donc, varier les plaisirs, s'ouvrir soi-même des hypothèses. Et c'est vrai que dans l'assertivité, on fait aussi l'hypothèse que l'autre n'est pas forcément là pour vous nuire. Voilà. Exactement. Manger des pop-corns, c'est pas forcément pour embêter mes voisins, c'est parce que je veux me faire plaisir. Faire avancer un projet plus vite que la musique, c'est peut-être parce que moi-même j'ai des injonctions qui viennent du haut. Voilà. Et Tout donc à ça fait. permet de reformuler ta pensée. Après, justement, en parlant d'injonctions qui viennent du haut, l'assertivité peut certainement aussi être mise en place pour les injonctions paradoxales managériales. Un exemple assez classique, tu fais mieux et de meilleure qualité avec un budget moindre et surtout plus rapidement. Donc, à un moment donné, l'ensemble des paramètres fait qu'il faut les ajuster. Après, il y a la manière de répondre à cela. Et je pense que l'assertivité, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à titre aussi personnel, d'un point de vue professionnel, d'utiliser effectivement l'assertivité par rapport à des injonctions paradoxales. Tout à fait. Ça, les injonctions paradoxales, c'est un des grands virus de Oui, l'entreprise et bon, voilà. Et c'est vrai que l'assertivité permet de enfin, on va dire, souvent de faire avancer les sujets, c'est-à-dire de la franchise, de la transparence, de la reformulation, de l'authenticité, s'autoriser oui, aussi à dire qu'on est perdu, que vis-à-vis de ses collaborateurs, écoutez, on nous demande ça, je ne suis pas d'accord, mais on est une équipe et on avance tous ensemble, etc. Donc là aussi, il y a toutes sortes de techniques qui peuvent se mettre en place, parce que l'injonction paradoxale, c'est aussi une source de frustration, de malaise, de maux physiques, et tu as tout à fait raison. oui. Alors, on nous Alors, demande ce que c'est qu'une injonction injonction paradoxale. paradoxale, voilà, exactement, c'est Ah ce que ben, j'allais te vas-y, dire. Jean-Michel, puisque tu l'as amené, vas-y, je te laisse en parler. En fait, c'est des injonctions qui sont contradictoires, Ouais. finalement. C'est-à-dire qu'on Mm. te demande de faire bleu en te donnant du rouge comme couleur, par exemple. Hein. Ah, c'est faire plus avec moins. Alors, on doit faire un plus de chiffre d'affaires, mais on a 3 personnes en moins dans En moins, l'équipe. voilà. Trois Voilà. commerciaux de moins. Et, enfin, c'est à chaque fois, c'est des choses antagonistes qui sont mises ensemble pour atteindre un objectif. Voilà, Et alors ces choses. ça va être par Oui. exemple dans l'éducation, votre fils qui vous dit, votre ado, allez, je reprends l'histoire de l'ado, papa, Mm. maman, je peux sortir ce soir jusqu'à 2 heures du matin, voilà, et vous lui dites, oui, tu peux sortir, mais sur un ton qui fait que vous n'êtes pas d'accord. Vous lui avez Aussi. donné oui, mais vous l'enfermez dans le pas d'accord. Voilà, Mm. et on a comme ça, dans le management comme dans la vie perso, hein, beaucoup Mm. d'injonctions paradoxales, contradictoires qui nous coincent, quoi. Exactement. Mm. Alors, je Et regarde. d'ailleurs, Oui, ça peut être une qualité de très bien vivre les injonctions paradoxales. Moi, je le vois de plus en oui. plus, être un manager intermédiaire parce qu'on est on est souvent en Mm. management intermédiaire ou même un collaborateur et accepter de bien vivre sans se faire des nœuds au ventre avec l'injonction paradoxale, ça peut être une Une qualité, qualité. voilà, et voire recherchée. Ça nécessite une bonne prise de hauteur, prise de recul et beaucoup de créativité. C'est ce que j'allais dire, ça peut être de la Voilà. créativité parce que quelquefois, et là on n'en a pas parlé, on peut avoir des portes de sortie Mm. qui sont encore autre chose. Je disais le popcorn, bah, ça peut être, bah, je quitte le cinéma et puis voilà, et j'arrête la séance et je reviendrai, ou j'irai dans un cinéma où le popcorn est interdit, enfin, etc., quoi. On peut avoir des solutions. Alors, Palo Alto a travaillé là-dessus, ce qu'on appelle la solution bizarre, qui peuvent être contre-intuitives et nous permettent de sortir des injonctions paradoxales. Très bien. Ben, écoutez, je crois que nous arrivons quand même au terme. Je regarde si je n'ai pas oublié de questions. Non, a priori. Alors, ben, écoutez, merci à tout le monde d'avoir participé en fait à ce webinaire. Moi, en tout cas, j'étais ravi d'accueillir Isabelle parmi nous. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Et Isabelle est bien entendu l'une de nos expertes
que vous pouvez retrouver en formation, d'ailleurs, formation continue avec des conférences. Je voudrais juste vous faire parvenir comme ça le site web de IGS. Vous retrouverez ça dans le fil de la conversation sur la formation continue. Et pour faire ma minute de publicité, si je puis dire, eh bien, si vous souhaitez retrouver Isabelle, n'hésitez pas. Il y a un replay qui est disponible sur YouTube de mémoire. Et pour le coup, vous pourrez revoir en détail et peut-être avoir des idées. Voilà. Nous, en tout cas, merci encore une fois. Je vois, est-ce qu'on peut recevoir la copie de la présentation? Alors, C'est plus sur YouTube, replay. Hein. j'ai envie de Oui, dire, oui, je pense que c'est plus sur replay. Oui. sur le replay. Et puis, merci encore à toutes et à tous d'être venus, d'avoir pris de votre temps, d'avoir été assertif en posant des questions claires. Et du coup, j'ai envie de vous dire à la prochaine fois, au prochain webinaire. Merci Isabelle. Je dis aussi merci à Adèle, notre webmaster, qui était derrière et qui nous regardait. Et bon appétit à tout le monde. Voilà, bon appétit à tout le monde également. Et à très bientôt. Retrouvez-nous sur le site IGS Formation Continue. Au revoir. Au revoir.